Attache ta ceinture, nous mettons le cap sur les endroits les plus bizarres de notre univers. Tu vas découvrir des phénomènes parmi les plus mystérieux auxquels peu de gens ont assisté. Récemment, des astronomes ont découvert que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie natale, la Voie lactée, pourrait bien fuir. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius A étoile, et dont la masse est 4,1 millions de fois celle de notre Soleil, n'est pas un géant endormi comme on le pensait auparavant. Il pourrait être encore actif. Et la fuite enregistrée par les scientifiques pourrait être le trou qui rote en avalant des nuages de gaz. Eh, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Au cours de leurs recherches, l'équipe d'astronomes a eu recours au télescope spatial Hubble. Il les a aidés à repérer un jet semblable à la flamme d'un chalumeau. Il se détachait des nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau qui arroserait un tas de sable. Cela se produit souvent autour d'autres trous noirs actifs, entourés par toute la matière qu'attire leur immense attraction gravitationnelle. Une partie de ces matériaux est attirée dans le trou noir, mais une petite partie est rejetée vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz gigantesque s'approche trop près de notre trou noir supermassif, il est avalé, et le trou éructe alors de petits jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat des éructations qui se sont produites il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle géante de gaz chaud. Elle est alignée avec le jet qui s'étend sur plus de 35 années-lumière à partir de notre trou noir supermassif. Les astronomes soupçonnent que ce jet aurait pu s'enfoncer dans cette bulle de gaz et la faire croître. Maintenant, allons visiter d'autres endroits à couper le souffle de notre univers. Mais faites très attention, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux. Comme cette étoile à neutrons surnommée Pulsar de la Veuve Noire. Tout comme l'arachnide du même nom, il grignote son partenaire, une étoile naine brune plutôt légère. Plus ce pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus fait que son compagnon stellaire s'étiole. Si elles existent, les pattes nucléaires sont le matériau le plus solide de tout l'univers. Formée à partir des restes d'étoiles éteintes, cette substance est comprimée pour former des enchevêtrements de matière ressemblant à des spaghettis. Elle peut se casser, mais seulement si tu y appliques 10 milliards de fois la pression nécessaire pour briser l'acier. Que dirais-tu de visiter une planète où il pleut du verre ? Perso, je ne préfère pas. Cette exoplanète bleu vif semble paisible et légèrement familière. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble légèrement à la Terre ? Mais cette apparence charmante dissimule la nature terrifiante de la planète. Les vents soufflent à 8700 km/h à sa surface. C'est 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Il pleut du verre latéralement sur ce monde extraterrestre en fusion. Les tsunamis solaires sont un phénomène cosmique surnommé événement de terminaison. Ces tsunamis se produisent à l'équateur du Soleil. Des collisions cataclysmiques de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent toutes les décennies environ. Regarde ce corps spatial. Son surnom est l'Hyperion électrique. Ce satellite de Saturne est l'une des lunes au look le plus bizarre du système solaire. Mais son apparence n'est pas la chose la plus étrange. Cette roche, semblable à de la pierre ponce et constellée d'innombrables cratères, est aussi chargée d'électricité statique et elle se répand dans l'espace. Regarde ça, une planète errante avec des aurores. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes errantes ont autrefois été projetées loin de leur étoile mère. Mais l'une d'entre elles, à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, mais avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores scintillantes dans l'atmosphère de la planète. Reste loin des trous noirs. Est-il nécessaire de le rappeler ? Oui, ils font partie des objets les plus périlleux de l'univers. Mais qu'en est-il des mini-trous noirs ? Contrairement à leurs frères et sœurs massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul de ces objets minuscules aurait la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers.
Certains scientifiques vont même jusqu'à affirmer que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Ah, je parie que tu vas aimer notre prochain arrêt, une planète de glace brûlante. La lointaine exoplanète Gliese 436b, d'une taille comparable à celle de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace chaude. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau, connus sous le nom de glace X, qui restent solides malgré les températures étouffantes. Si tu aimes les bijoux, ce prochain monde est fait pour toi, une planète de diamants. À environ 4000 années-lumière de la Terre, il existe une planète qui pourrait bien être qu'un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin, et cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est faite de diamants. Des lunes en orbite autour d'autres lunes pourraient bien exister, ou pas. Les astronomes ne sont pas encore d'accord sur ce point. Les planètes orbitent autour des étoiles et les lunes orbitent autour des planètes. Mais alors, pourquoi ne peut-il pas y avoir des lunes de lune, également connues sous le nom de sous-satellites, sous-lunes ou lunettes ? Les chercheurs affirment que les sous-lunes pourraient bien exister. Mais la lune haute doit être suffisamment massive, la sous-lune suffisamment petite, et il doit y avoir une vaste distance entre ces lunes et la planète haute. Maintenant, nous t'emmenons dans la galaxie des fossiles cosmiques. DGSAT-1 est aussi grande que la Voie lactée, mais elle semble presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement éparse. Mais ce qui rend cette galaxie unique, c'est qu'elle trône absolument seule, contrairement aux autres galaxies de ce type. Celle-ci se trouve généralement dans des amas galactiques. Cela pourrait signifier que DGSAT-1 s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Et si c'était vrai, cette galaxie serait un véritable fossile cosmique. Maintenant, tu ne pourras pas tellement admirer le prochain phénomène spatial, et cela parce que les gens ne peuvent pas percevoir la lumière infrarouge. Or, le phénomène dont nous parlons est un flux infrarouge provenant de l'espace. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent généralement des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes y ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. Ce signal a probablement été généré par un disque de poussière entourant l'étoile, mais cette théorie n'a pas encore été démontrée. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper remplie d'immenses objets glacés. Mais le plus curieux dans cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. La seule explication qu'ils possèdent est que Neptune pourrait cacher à notre vue une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le nom de planète 9 et il ne nous reste plus qu'à attendre que son existence soit confirmée, ou pas. Rendons maintenant visite à notre étoile. Mais nous devons faire attention à ne pas nous approcher de trop près, car l'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile même. Alors qu'à la surface, les températures atteignent 5500 degrés Celsius, la haute atmosphère se réchauffe à des millions de degrés. La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie, et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement.
C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière. Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement. Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant. Lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux. Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles. Environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille. Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes. Sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés.
Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation. Mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune. Et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune. L'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire. Ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées, et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison. D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine, et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire
Mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est TRAPPIST 1d. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST 1d est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces 2 forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom.
Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible.